19h temps universel à Bamako, c'est le rendez-vous avec les informations sur Cherifla TV. Merci infiniment de votre constante fidélité. Voici les titres de votre journal. Comme chaque année, la date du 3 décembre marque au Mali ainsi que dans le monde entier la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées. Chaque jour, des milliers voire des millions de personnes dans cette situation subissent toute forme de discrimination à cause justement de leur handicap. La Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique Limama a désormais son siège à Bamako Sotuba ACI au sein d'un complexe dédié à la communauté musulmane. Plusieurs hauts responsables religieux ont fait le déplacement pour l'inauguration de ce don offert par un fidèle musulman malien qui a souhaité garder l'anonymat. Merci encore de votre constante fidélité à Cherifla TV et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Nous sommes le samedi 3 décembre 2016. Lancement des activités en faveur des disciples de la Tarika Kadria Boutchichia du Mali, vendredi 2 décembre au Palais de la Culture de Bamako. 3 jours de programme durant lesquels de nombreuses bénédictions et une importante conférence sur le soufisme. Pour la circonstance, un vibrant hommage a été rendu au premier Mokadem de la Tarika de notre pays. Ousmane Sogore et Ibé avec la voix de M. Kouyaté Oumar. Le soufi doit être un citoyen actif, productif et efficace dans son entourage. Il ne doit pas se mettre en marge de la société, il doit avoir un comportement exemplaire. C'est pourquoi les disciples de la Tarika Kadria Boutchichia ont organisé une série de prières et de bénédictions en faveur du Mali. Donc la rencontre de ce soir en fait est organisée par la Kadria Boutchichia au Mali. Et chaque année, Talhat qui étant le premier représentant, donc nous faisons des prières pour lui dans nos avias. Cette année, nous avons voulu partager ça avec ses amis, avec sa famille. Et nous pensons que si chaque année on va faire cette cérémonie, ça va faire un rappel pour les Maliens pour se ressaisir, revenir à Dieu, chercher le monde, mais chercher l'autre monde aussi. Cette cérémonie a enregistré la présence du représentant du ministre des Affaires religieuses du culte, de plusieurs autres chefs religieux des différentes tarikas. Ils sont tous venus manifester leur solidarité, toute chose qui traduit la cohésion entre la communauté musulmane. Nous avons reçu une invitation de nos frères de la Tarika Kadria Boutchichia qui ont organisé ces journées de prière, de bénédiction, des journées de méditation pour non seulement apaiser les esprits, mais aussi se plonger dans le ferveur spirituel qui est la quintessence de la foi musulmane. Nous savons que le rôle, ou sinon la démarche du soufisme, c'est de travailler l'intérieur de l'être humain. Aujourd'hui, le pays traverse des moments difficiles. Donc, nous saluons les initiateurs qui ont quand même choisi des moments qui, on espère, selon les érudits, c'est des moments favorables à l'acceptation des invocations. Nous sommes dans un jour béni du vendredi, après la prière de Asr. Pour avoir le voisinage de Dieu, notre pays était un pays soufi. Je dis était. Parce qu'aujourd'hui, le soufisme est devenu l'apanage de n'importe qui. Tout le monde se proclame cheikh, tandis que dans les temps passés, il n'y a qu'un cheikh pour toute une communauté. Les gens cherchent le nom, tandis qu'ils ne travaillent pas pour Dieu. Et vraiment, nous invitons tout un chacun à se remettre en cause pour Dieu, pour l'humanité, pour l'islam. Et l'islam sera toujours au premier plan de ceux qui œuvrent pour la paix, dans la paix. Et que Dieu conduit notre pays là où il y a le bien. Pour rappel, la Tarika Kadria Boutchichia a été introduite au Mali depuis 1974 à travers le Mokadem Draman Hamidou Touré, communément appelé Darat, un homme à la fois politique et religieux. La cérémonie a pris fin par une conférence sur le parcours de Cheikh Sidi Hamza, fondateur de la Tarika Boutchichia, et par des zikrs.
Après avoir reçu un véhicule 4x4 des mains du secrétaire général de la présidence au nom du président Ibeka, la Limama vient de se voir dotée d'un siège à Sotuba à CI le vendredi dernier. C'était au cours de l'inauguration du complexe islamique comprenant plusieurs bâtiments dont une grande mosquée. Une heureuse donation d'un fidèle musulman. Plusieurs personnalités, notamment le guide spirituel des Ansars, le président du Haut Conseil islamique malien ainsi que le ministre des Affaires religieuses et du culte se sont mobilisés autour de cet événement. Kafoune Batili et Mohamed Sidibé étaient présents pour Chérifla Actualité. Cette donation d'un fidèle musulman qui a préféré garder l'anonymat n'a pas non plus voulu dévoiler le montant alloué à la construction de ces complexes. Une grande satisfaction pouvait se lire sur le visage des heureux bénéficiaires en cette heureuse occasion. C'est un grand jour pour tous les musulmans du Mali, voire tout le peuple malien. C'est un jour très symbolique parce que c'est tous les imams du Mali réunis au sein de cette organisation qui est l'organisation de l'imama qui se sont retrouvés ici aujourd'hui pour inaugurer leur siège. Inaugurer ça aussi avec l'accompagnement de l'État, avec la présence du monsieur le ministre ici, pour partager vraiment avec nous, avec le peuple malien, cette grande joie qui amorce de mon point de vue la grande réconciliation que le Mali est en train de rechercher. Je pense que c'est un jalon vers cette réconciliation qui a été franchie aujourd'hui, qui a été posée du moins, et un grand pas a été franchi. Le siège, c'est d'abord le lieu où ils se rencontrent. Vous savez, l'imama, c'est toutes les écoles, c'est tous les courants de pensée de l'islam se retrouvent dans l'imama. C'est ça la force de notre pays. C'est que malgré tout ce que les gens ont comme divergence, nous avons la force et la capacité de vraiment de transcender pour nous mettre ensemble et ne voir que l'intérêt de notre pays, l'intérêt de notre religion. Et ça, c'est vraiment le cas du Mali est un cas d'école. Je crois que le cas de musulmans va entraîner tous les autres et toutes les autres forces vives de la nation pour aller dans ce sens. Au dire du ministre des Affaires religieuses, cette bonne action profitera sans nul doute à toute la communauté musulmane, en particulier la Limama, qui vient de se doter d'un siège au sein du complexe. Bonheur, satisfaction vis-à-vis des porteurs de la parole d'une religion qui se doit être socle d'une stabilité, d'une cohésion. Et je crois que par les images que vous aviez vues, le président du groupement des islamique, Ousmane Madana Hydra, le président du Haut Conseil islamique à gauche, Mahmoud Diko, c'est vous donner toute l'espérance et tout l'espoir que cette ligue des imams exprime et qui nous permet d'espérer. C'est au-delà des tendances exprimées par-ci par-là qui font souvent peur à l'œil extérieur, c'est que c'est des croyants porteurs d'un message, leaders et religieux, parce que les imams, c'est les leaders, les porteurs, écoutés aussi. Alors donc, quand ils ont un siège par une personne anonyme, et quand cela, n'oubliez pas, le président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, a joué sa partition là-dedans, en amont et aussi maintenant. Il vient d'avoir un véhicule 4x4 flambant neuf. Des grands luxes. Alors voilà, c'est imprimé déjà. Après la grande prière de vendredi dans la mosquée de ces complexes, cette cérémonie d'inauguration s'est achevée par une grande bénédiction pour une paix durable au Mali, tout en formulant des vœux pour que toutes les religions puissent bénéficier d'une telle donation. En prélude à la célébration de la journée internationale du volontariat prévue le 5 décembre, le Centre national de promotion du volontariat, en partenariat avec le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, a procédé ce samedi matin au lancement de ses activités à l'hôpital Gabriel Touré. Tata Touré et Mohamed Sidibé pour plus de détails. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a donné le coup d'envoi de la journée de salubrité dans l'enceinte du CHU Gabriel Touré. En compagnie du directeur général de l'hôpital, le ministre s'est rendu à la pédiatrie et à la banque de sang. L'hôte du jour s'est plié à l'esprit de la journée en donnant son sang. Ce passage à la banque de sang lui a permis de constater des visu, le manque criard du précieux liquide.
Le directeur s'est réjoui d'une telle initiative qui cadre avec l'assainissement d'un lieu aussi fréquenté. Elles sont bonnes, j'ai vu des jeunes qui sont mobilisés, des jeunes filles, des jeunes garçons autour de l'esprit du volontariat. Je le disais tantôt, le volontaire c'est celui qui se met au service de l'humain. Le volontariat c'est surtout renforcer le dialogue entre les citoyens. Le volontariat c'est impliquer l'ensemble des couches de la société autour des efforts de paix et de développement. Donc la promotion du volontariat, je l'ai dit, c'est comme si on inscrit en lettres d'or dans la conscience des citoyens des valeurs de fraternité, de solidarité et surtout de liberté sans lesquelles la société perdrait sa cohésion et son humanité. Donc aujourd'hui nous sommes là pour exprimer d'abord notre solidarité, pour exprimer notre soutien aux malades et pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, pour leur dire que sans être des médecins, sans être des infirmiers, sans être des sages-femmes, nous pouvons aussi apporter notre petite pierre, qui est d'abord de venir les saluer, qui a également procédé à l'assainissement de l'hôpital Gabriel Touré. On vient de me dire que Gabriel Touré même porte le nom des jeunes médecins qui, en sauvant des vies humaines, est tombé malade et a perdu la vie. Donc c'est pour dire que la jeunesse occupe une place importante. Et tous ces volontaires que vous voyez sont des jeunes volontaires qui sont là pour un don de soi. Et dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'éducation, bref, dans tous les domaines, ces volontaires sont prêts. Ils sont prêts à aller partout au Mali pour apporter aussi les petites pierres à l'édification, à la construction des Mali nouveaux. Donc aujourd'hui, nous avons procédé au don de sang. On dit donner son sang, c'est sauver une vie. Nous avons également procédé à la journée de salubrité. Inch'Allah, le lundi 5 décembre, qui est la journée consacrée aux volontaires, la journée internationale choisie par le système des Nations Unies. Nous serons avec le Premier ministre pour que ces jeunes volontaires prêtent serment devant les autorités du Mali, devant l'opinion nationale et internationale. Donc un volontaire mérite le soutien, un volontaire mérite respect, parce que c'est celui qui accepte de donner le meilleur de soi-même pour sa communauté. Comme quoi, le volontariat est une œuvre de bienfaisance et du don de soi. Voilà, du don de soi. Nous célébrons aujourd'hui, 3 décembre, la journée internationale des personnes handicapées. Une occasion de se pencher sur la difficile situation de ces personnes qui sont parfois exclues, marginalisées par la société. Le thème retenu pour cette année, atteindre 17 objectifs pour l'avenir que nous voulons. Thème qui s'inscrit parfaitement dans la récente adoption des 17 objectifs de développement durable ODD et met un accent particulier sur leur rôle dans la consolidation d'un monde plus inclusif et plus équitable pour ces personnes handicapées. Cherifla TV est allé à la rencontre de l'association malienne des personnes handicapées physiques du Mali, dont le siège social se trouve à la base B aérienne, afin de leur donner la parole pour nous dire toute la signification de cette journée qui leur est dédiée. Nous écoutons. Chaque année, nous célébrons la journée du 3 décembre comme journée internationale des personnes handicapées. Nous voulons cette année placer cette journée sous le signe de la paix et de la sécurité. Donc notre aspiration profonde, c'est avoir la paix et la quiétude sur cette terre que notre Créateur nous a offert gracieusement. Alors, les personnes handicapées avaient été victimes de beaucoup de discriminations dans le passé. Il a fallu un long combat, un combat juridique, un combat sur tous les fronts, pour que nous puissions accéder à certains droits. Maintenant, les personnes handicapées ont réussi à avoir beaucoup de textes qui puissent les gérer à travers le monde. Et au Mali, aujourd'hui, nous sommes parvenus à faire ratifier par le gouvernement du Mali une convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Nos besoins spécifiques se traduisent par certains problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il y a par exemple le problème de l'accessibilité. Quand les enfants vont dans les hôpitaux, quand ils vont dans les écoles,
quand ils vont dans les services de santé, ils ne peuvent pas accéder au même titre que les personnes valides. Ils ont beaucoup d'obstacles. Alors maintenant, en termes de droit, nous avons voulu que ces bâtiments, ces infrastructures soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Bon, les missions que nous nous sommes assignées nous-mêmes, c'est la prise en compte de nos besoins spécifiques par la société, par la communauté et par les gouvernants. Parce que si nos besoins spécifiques ne sont pas pris en compte, ça veut dire que nous sommes oubliés par la société et qu'il y a une discrimination alors que nous avons besoin d'un monde de justice. Si nous pouvions établir une justice sociale, que tout le monde ait sa part, que ce soit l'éducation, la santé, que ce soit l'emploi, moi je crois que ce serait là l'équité, comme Dieu a voulu dès le départ. Mais si tel n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a une discrimination quelque part. Et nous, nous avons le devoir de nous battre pour que nous puissions accéder à nos droits fondamentaux. Après le top départ donné pour la célébration de Mawlud 2016 à travers une conférence de presse animée chez le guide spirituel des Ansars, les préparatifs pour les festivités commémoratives vont bon train. La section commune 5 de la FADI ne déroge pas à cette tradition qui consiste à s'engager pour une grande journée d'assainissement, de déblayage aux alentours, si bien qu'à l'intérieur même du stade du 26 mars, site qui abrite les différentes cérémonies, à savoir la naissance, le baptême et les bénédictions de Mawlud 2016. Les initiateurs nous parlent de leur motivation au micro de Mokhtar Bagayoko et de Seydou Niari.
Et voilà une très belle initiative. Et nous en arrivons au tour d'horizon de l'actualité africaine. Au menu de cette compilation, on vous parle de l'Union africaine qui doit se pencher sur la demande du Maroc pour réintégrer justement l'Union. On vous parlera également du Rwanda et puis de l'Angola avec la non-candidature du président pour la prochaine élection présidentielle. La signature est celle de M. Kouyaté Oumar. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a toujours soutenu l'indépendance du Sahara occidental et ses relations avec le Maroc ont toujours été compliquées. Elle est accusée aujourd'hui par Rabat de manœuvrer pour faire obstruction au retour du royaume au sein de l'Union africaine. Selon le ministre des Affaires étrangères marocain, elle manque à son devoir de neutralité et ne respecte pas les règles de l'organisation continentale. La présidente est accusée de trop écouter Alger. Depuis de longs mois, Rabat multiplie les efforts pour avoir le maximum de pays africains de son côté. Pour la première fois, les candidats à la présidence de la Commission de l'Union africaine devront défendre leur programme dans le cadre d'un débat qui s'ouvre aux membres de l'Union, mais également à des journalistes et des invités. Prévu pour le vendredi 9 décembre à Addis Abeba, le débat permettra aux candidats de s'adresser directement aux citoyens africains, de populariser l'Union africaine et de donner leur vision pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique, précise le communiqué. Les candidats seront fixés sur leur sort les 30 et 31 janvier 2017 lors du prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Paris fait cas de la réception de la demande de coopération judiciaire qui lui a été adressée par Kigali dans le cadre de l'enquête ouverte mardi au Rwanda sur le rôle d'une vingtaine de responsables français durant le génocide de 1994. Cela fait des années que le Rwanda accuse la France d'avoir participé au massacre qui, à partir d'avril 1994, ont fait environ 800 000 morts, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Cette fois, le parquet demande à la France de lui permettre d'entendre les personnalités qu'elle soupçonne d'en être responsables, pour l'essentiel des hauts gradés de l'armée française qui ont toujours nié une quelconque responsabilité. Le Quai d'Orsay le confirme, la demande rwandaise a bien été transmise au ministère français de la Justice pour examen. S'il y avait des coupables, on le saurait depuis longtemps, assure maître Alexandre Varro. Donc nous n'avons aucune espèce d'inquiétude, peuvent ouvrir toutes les enquêtes qu'ils veulent au Rwanda. Il ne se passera rien de plus. Tout cela est totalement ridicule, dit-il. Le président Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 37 ans, ne sera pas candidat à un autre mandat en 2017. S'ouvre-t-il une nouvelle ère sur le continent africain? Après la défaite surprise du Gambien Yaya Jammeh à la présidentielle, c'est l'Angola qui sert un autre coup de théâtre ce vendredi. Le président angolais Eduardo Santos a décidé de ne pas rempiler en 2017. Jusqu'en milieu de matinée, ce vendredi, Eduardo Santos avait sémé le flou sur la suite de sa carrière politique. Âgé de 74 ans, Eduardo Santos avait été réélu en août à la tête du MPLA, mais ces dernières semaines, des rumeurs sur son état de santé s'étaient amplifiées, poussant le parti au pouvoir à faire un communiqué pour le démentir. Après 37 ans de règne sans partage du MPLA et une présence tout aussi influente dans la sphère politique angolaise, le retrait du leader dos Santos semble avoir été préparé. Voilà, juste une dernière information sportive avant de boucler cette édition. Dans l'optique de trouver une issue favorable et définitive à la crise du football malien, la FEMAFOOT a initié une assemblée extraordinaire le 29 novembre dernier à Sikasso. D'un côté, le comité exécutif de la Fédération malienne de foot et de l'autre, le collectif des clubs et ligues majoritaires qui ne semblent toujours pas accorder leur violon quant à la sentence du TAS, le tribunal arbitral du sport. Voici des propos recueillis par Youssouf Koulibaly et Seydou Niareya. Ici des travaux que c'est une session mémorable qui vient de se dérouler. Et j'avoue que de mémoire de dirigeants de football, j'ai assisté rarement à ce genre de session. Une assemblée générale qui s'est déroulée dans la sérénité, qui a pris de grandes décisions dans le calme. Et d'abord, nous avons procédé au cooptage, confirmé le cooptage des 9 dirigeants membres du comité exécutif qui avaient été amenés à la Fédération malienne de football et depuis l'élection du bureau intervenue à Mopti en octobre 2013.
La deuxième décision que nous avons prise, c'est de confirmer la révocation de Yeli Sissoko comme président de la Commission centrale des finances. La troisième décision, c'était les sanctions. Et nous avons eu dans le temps à sanctionner des dirigeants de football dans le cadre de la crise que nous avons connue et qui nous avait amené à rétrograder 4 clubs de première division en deuxième division. Et nous avons dit que ces clubs ne sont pas fautifs, mais c'est les dirigeants qui les ont conduits à ce niveau. Donc ces dirigeants-là ont été sanctionnés. En réalité, cette assemblée complique davantage la situation parce que eux, ils ont été sanctionnés parce qu'ils ont organisé l'assemblée du 31 octobre 2015 avec les mêmes fautes. C'est les mêmes fautes qu'ils ont reconduites, tant dans la convocation que dans l'ordre du jour. Donc, je ne sais pas, c'est un non-événement. Vraiment, quelqu'un qui est bien inspiré, qui veut que les choses marchent, ne s'engage pas à organiser avec la sentence une assemblée générale extraordinaire. La sentence recommande d'organiser une assemblée générale ordinaire. Et dans cette assemblée générale ordinaire, ceux qui sont invités, c'est ceux qui étaient présents à l'assemblée générale ordinaire du 31 octobre 2015. Ce qui est à l'ordre du jour est prévu également dans les statuts et règlements de la Fédération malienne de football. Pourquoi donc s'entêter à faire obligatoirement une assemblée générale extraordinaire? On ne peut pas traîner pendant 2 ans et venir de façon cavalière nous dire que non, il y a l'assemblée. Et également, il y a autre chose. Les sanctions. L'assemblée générale nous avait suspendu, moi. Ils m'ont radié à vie. Ça me fait rire. Niambele, ils l'ont radié. Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez à ça? Honnêtement. Maintenant, la sentence a annulé les sanctions. Si vous voulez que les choses soient à l'endroit, est-ce qu'il y a lieu d'aller diminuer des sanctions ou de lever des sanctions? La sentence, la dernière instance, le tribunal le plus important du football international a dit que les sanctions étaient nulles et de nul effet. Toute l'Assemblée d'ailleurs. Pourquoi vous allez vous entêter à vouloir diminuer des sanctions, à reconduire des sanctions? Si vous voulez que ça marche, vous suivez la sentence, vous levez les sanctions. Et c'était même bénéfique pour eux. Parce que les gens auraient dit, ah ouais, c'est vous, collectif, qui refusez. Ils ont même levé les sanctions. Voilà donc, nous espérons tous une solution définitive à cette crise qui n'a que trop duré. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je ne saurais vous quitter sans pour autant vous inviter à suivre le bulletin d'information en langue nationale Labamanakan à 21h, une présentation de Moussa El Haj, Moussa Fomba. Excellente suite de programme et bon week-end. À très bientôt.